Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. La SNCF a un nouveau président, il s'appelle Jean-Pierre Farandou. Il a été choisi par Emmanuel Macron pour succéder à Guillaume Pepy. Le Parlement a validé sa candidature après l'avoir auditionné. C'est un homme du sérail qui a fait toute sa carrière à la SNCF en commençant comme chef de gare en 1981. Il va devoir maintenant relever de nombreux défis à la SNCF comme l'ouverture à la concurrence. Tout de suite, son audition devant les sénateurs. Je vais vous faire part de ma vision au moment où le président de la République a proposé mon nom pour prendre la responsabilité de la nouvelle SNCF, puisqu'on va se projeter très vite sur le début 2020 et mettre en perspective cette nouvelle SNCF qui s'annonce. Au-delà de l'actualité législative, je sais que la question des mobilités au global et le sujet du ferroviaire en particulier sont pour vous, comme pour chaque élu, une question politique centrale et sensible au quotidien. Cette sensibilité est forte et touche tous les territoires. J'en ai conscience aussi bien en tant que citoyen comme en tant que chef d'entreprise lorsque j'observe ce qui se passe en France et partout dans le monde. Je sais l'attachement et les attentes que vous avez vis-à-vis de la SNCF. Je sais aussi que vous êtes attentif au service rendu. Et je mettrai toute mon énergie au service de la qualité et de l'efficacité, et ce, chaque jour de mon mandat. Avant de vous présenter ma feuille de route, quelques éléments de mon parcours, en complément de ceux qu'a bien voulu présenter le président, que je souhaite partager avec vous. Je suis né le 4 juillet 1957 à Talence, en Gironde. À la sortie de l'école des mines de Paris, et après avoir fait mon service militaire dans l'armée de l'air, je rentre à la SNCF donc en 1981. J'ai fait tous les métiers du transport, aiguilleur, conducteur de train, régulateur et bien d'autres. Je suis passé par toutes les étapes du management opérationnel, management des hommes et des femmes, chef d'équipe, chef d'établissement, directeur régional, directeur général des transports en commun lyonnais. J'ai lancé 3 TGV, le TGV Nord en 1993, Thalys en 1996 et le TGV Méditerranée en 2001. J'ai été DRH adjoint pendant la grande négociation des 35 heures, fin 99, début 2000. Au COMEX de la SNCF, où je suis rentré en 2006, j'ai créé la division SNCF Proximité, qui est en fait la branche des trains de la vie quotidienne. Et je suis effectivement, depuis 7 ans, PDG de Keolis ou président du directoire du groupe Keolis, spécialiste du transport urbain. J'ai donc passé un tiers de ma carrière à l'extérieur de l'EPIC, dont 5 ans à l'étranger, pas très loin à Bruxelles, mais quand même à l'étranger. J'ai été 2 fois président de l'Union des transports publics, par ailleurs aussi président de l'Orchestre national de l'Île-de-France et président de l'Union des PIMS, qui sont les points d'information et de médiation multiservices. J'ai le service public, la mobilité et les territoires chevillés au corps. Je souhaite développer maintenant devant vous 3 points. La mise en perspective de la nouvelle SNCF, les engagements vis-à-vis de l'État, des Français et des cheminots, et mes convictions sur la direction que doit prendre l'entreprise à ce moment si particulier de l'histoire ferroviaire et de sa propre histoire. Je souhaiterais commencer par mettre en perspective la mission du futur président de la SNCF, au regard des décisions politiques qui ont été ou qui vont être prises, mais aussi des urgences qui traversent notre époque et que nous devons prendre en compte. La détermination politique de l'État et du Parlement, lors de cette réforme qui va donner naissance à la nouvelle SNCF, marque le premier jour d'une entreprise consciente de la transformation à opérer et des engagements à tenir. Je voudrais saluer le rôle et l'impulsion donnés par l'État et le Parlement qui ont pris acte de la nécessité de moderniser le système ferroviaire français. Le Parlement a fait sa part dès 2014 en créant SNCF Réseau et tout récemment en 2018 à travers le nouveau pacte ferroviaire. La reprise de dette qui vous sera proposée dans le cadre du projet de loi de finances 2020 sera la prochaine étape importante matérialisant cet engagement des pouvoirs publics. L'État et le Parlement ont voulu une SNCF unifiée, car l'efficacité du système ferroviaire français est durablement liée à la synergie entre le gestionnaire d'infrastructures et le principal opérateur, la SNCF. Cela portera notamment sur des choix techniques majeurs, comme le système d'exploitation et d'espacement des trains,
la planification et l'exécution des travaux, ou encore l'information en temps réel des voyageurs. Je veillerai à l'unité de cette nouvelle SNCF et je m'en porterai garant. Mais je serai aussi, bien sûr, le président du strict respect des règles françaises et européennes en matière d'égalité entre les opérateurs pour l'accès au réseau et plus largement aux facilités essentielles. À nous, dirigeants de l'entreprise, de faire notre part du travail, avec lucidité, pragmatisme et ambition. Ouverture à la concurrence, changement de statut juridique avec le passage d'EPIC à société anonyme, reprise de la dette, évolution du statut social du personnel avec l'arrêt des recrutements statutaires au 1er janvier. Nous le savons, toutes ces mesures ne sont pas de simples évolutions technocratiques. Elles marqueront à jamais l'histoire du ferroviaire et de la SNCF. C'est une étape déterminante pour nous et pour les mobilités en France. Le président de la République a fixé l'ambition. La SNCF doit devenir le champion mondial des mobilités du XXIe siècle. Nous devons désormais conduire cette transformation sans oublier notre responsabilité, être digne de la confiance des élus et de la société dans son ensemble, et nous devons répondre à cet enjeu politique et économique pour l'avenir. Nous avançons avec lucidité et pragmatisme. Déjà par le passé, la SNCF a accompagné des grandes transformations de la société. Le passage d'une économie industrielle à une économie de services, ou l'urbanisation et la métropolisation de nos territoires. Les transports de la vie quotidienne ont été ma priorité, aussi bien à la SNCF, en créant par exemple la direction SNCF Proximité, que chez Keolis, en lançant d'ambitieux projets de mobilité en France et à l'international. Quand on pense SNCF, on pense souvent train, voyageurs ou en France. En réalité, la SNCF est un groupe mondial, un fleuron national que l'on exporte dans 120 pays, tant sur les marchés du transport de voyageurs que de la logistique. C'est une entreprise de 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont un tiers est réalisé à l'international, avec ses 270 000 collaborateurs et ses 100 métiers. Fort de ce que je vis chez Keolis, je maintiendrai et renforcerai cette ambition. Le ferroviaire représente environ 50% du chiffre d'affaires. L'autre moitié du chiffre d'affaires du groupe, c'est par exemple le transport urbain avec Keolis, premier exploitant mondial du métro. C'est aussi le transport routier de marchandises avec Géodis, quatrième logisticien européen. Mais aussi le numérique avec Oui SNCF, premier site d'e-commerce en France. Dans les grandes réussites de SNCF, soulignons aussi le succès du TER, remarquable exercice de décentralisation, celui du Transilien, malgré la complexité de son exploitation, et les investissements massifs réalisés ces dernières années pour remettre en état notre réseau ferré national. Je tiens d'ailleurs à associer à ces réussites les présidents précédents qui m'ont particulièrement marqué, Louis Gallois, Anne-Marie Hydrac et naturellement Guillaume Pépi, que je salue et remercie pour avoir remis le client au cœur de notre action. Mais nous sommes aussi dans un contexte d'urgence. La naissance de la SNCF, de la nouvelle SNCF, intervient dans un moment très spécifique, un moment d'urgence. Premièrement, une urgence environnementale. C'est un moment politique, social et de prise de conscience inédite. Cela nous dépasse et nous oblige envers la planète. Je souhaite que la nouvelle SNCF participe en déclinant pour elle-même les objectifs de développement durable que la France s'est fixés. Nous sommes d'ailleurs en mouvement. SNCF Réseau est la seule compagnie ferroviaire au monde à avoir levé plus de 5 milliards d'euros d'obligations vertes, ce qu'on appelle les green bonds. Deuxième urgence, l'urgence territoriale. Parler des territoires, c'est affirmer que l'on doit sortir de l'opposition classique entre les grandes lignes et les petites lignes, entre le mass transit et les lignes de desserte fine. S'il y a des différences entre chacune d'entre elles, cela doit être sur leur méthode d'exploitation et non sur leur priorisation. Les territoires ont un droit à la différence qui ne doit jamais exclure l'un d'entre eux d'un service ferroviaire ou de mobilité efficace. La troisième urgence, elle est économique et sociale. D'abord, l'ouverture à la concurrence et la reprise de la dette par l'État nous imposent un effort très important et rapide d'efficacité pour retrouver la compétitivité et équilibrer le système ferroviaire français. Cette exigence économique comprend nécessairement un volet social. Il ne faut pas opposer l'une et l'autre,
mais au contraire marcher simultanément sur les deux jambes de l'efficacité économique et du nouveau pacte social entre la SNCF et ses salariés. C'est pourquoi il y a urgence à transformer la SNCF en la nouvelle SNCF. Alors le temps de la transformation est venu. À travers ma candidature à sa présidence, je souhaite incarner et accompagner l'entreprise dans la construction de regards neufs sur elle-même, sans tabou. Les 7 ans que je viens de passer chez Keolis me permettent d'apporter un regard lucide et bienveillant sur ce qu'il convient de faire évoluer. Ce que nous devons faire, c'est ouvrir collectivement une ère nouvelle. La SNCF appartient à notre patrimoine, la SNCF doit porter toutes nos ambitions en matière de mobilité, la SNCF doit rendre aux Français ce que chacun d'eux lui a donné. Voilà la nouvelle SNCF que je souhaite, au service des Français, au service des territoires. En fait, je veux une SNCF utile. Et notre valeur cardinale a toujours été l'utilité. Utilité sociale et environnementale, c'est concourir aux engagements de la France en matière de réduction des émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone en 2035. C'est aussi l'utilité servicielle, c'est proposer aux Français un haut niveau de qualité pour le service ferroviaire qu'ils sont en droit d'attendre. Cette nouvelle SNCF doit être non seulement utile, mais encore plus connectée, plus proche et plus efficiente. Ce que je souhaite, c'est une nouvelle SNCF qui concilie le client, quel qu'il soit, voyageur, collectivité territoriale, chargeur, et le sens du service public. Les valeurs du service public et de l'intérêt général sont plus que jamais présentes, et pour moi, l'intérêt général doit servir l'intérêt économique, et l'intérêt économique servir l'intérêt général. Améliorer notre compétitivité économique, c'est indispensable pour soutenir, mieux et davantage, le service public. Voilà, après cette mise en perspective, j'en viens au contenu des engagements que je prends. Avant toute chose, le premier de mes engagements pour la nouvelle SNCF est de répondre aux fondamentaux qui constituent nos racines. La sécurité des circulations et du personnel, la performance du réseau, la ponctualité et la qualité et la précision de l'information donnée aux voyageurs. Au-delà de ces fondamentaux que je viens de rappeler, je souhaiterais prendre devant vous 4 engagements. Le premier, ça sera vis-à-vis des clients. Je m'engage à un service personnalisé et à une attention portée à tous nos clients. Nos clients voyageurs attendent de la nouvelle SNCF une expérience de service mieux adaptée à chacun d'entre eux. Une SNCF plus ouverte, plus accessible, notamment en matière de prix, qui joue pleinement son rôle moteur pour les mobilités en France. Chez Keolis, nous avons proposé ainsi plusieurs innovations de services qui simplifient la vie des clients. Notre mission est aujourd'hui de créer, au-delà de la continuité des services, une continuité de mobilité, en utilisant toutes les solutions disponibles sur le marché, celles de la SNCF bien sûr, mais aussi celles des autres acteurs. La question n'est pas de savoir ce que la SNCF a pu proposer, mais c'est ce que la nouvelle SNCF sera en mesure de construire comme offre. Penser aux clients, c'est penser à tous les clients. Pour les chargeurs du fret, l'enjeu n'est pas seulement commercial, il est aussi de contribuer à une économie décarbonée. Le deuxième engagement que je prends, c'est la réponse aux défis climatiques et à la proximité avec les territoires. L'équation est simple. Donner l'envie de train. C'est choisir la façon la plus directe de lutter pour le climat et permettre un développement durable en conjuguant mobilité et protection de la planète. Pour le climat, la SNCF est intrinsèquement une partie de la réponse. Et nous devons continuer à faire mieux. Faire mieux, c'est faire plus écologique, plus local, dans des contraintes économiques maîtrisées et en visant la neutralité carbone. Concrètement, cela se traduira par la construction de programmes innovants pour, par exemple, entretenir les voies sans abîmer les sols. L'arrêt du glyphosate se fera avant la fin 2021. Pour toujours plus de proximité, m'inscrivant dans la direction tracée par le Premier ministre, je m'engage à dialoguer avec tous les territoires. Le troisième engagement sera pour les salariés. C'est un nouveau pacte social qu'il s'agit de construire avec eux et pour eux. Après avoir négocié en 2016, en tant que président de l'UTP, des points importants de la Convention collective nationale du secteur ferroviaire, comme l'organisation du travail, la branche doit maintenant finaliser les chapitres classification et rémunération pour l'ensemble des salariés relevant de ce secteur.
À la SNCF, il faut établir le nouveau pacte social entre l'entreprise et ses salariés. Comme tout groupe industriel, nous sommes confrontés à des évolutions métiers majeures, sous l'effet notamment de la révolution numérique. Un métier sur deux sera un nouveau métier. Ce nouveau pacte social doit garantir une place et des perspectives à chacun sur le long terme. Il doit aussi donner envie de rejoindre la nouvelle SNCF. Le quatrième engagement, je le prendrai vis-à-vis des contribuables, c'est l'efficacité économique et financière. À Keolis, j'ai en 7 ans fait progresser le chiffre d'affaires de 70%. La marge a doublé et la dette est maintenant totalement maîtrisée. La nouvelle SNCF devra tenir ses engagements avec l'État et respecter la trajectoire de retour à l'équilibre financier du système ferroviaire prévue pour 2022. Cet engagement, c'est la contrepartie du désendettement massif décidé par l'État, 35 milliards d'euros de reprise de dette, et c'est la condition nécessaire à la compétitivité de l'entreprise. Alors comment ferons-nous? Il faudra développer les recettes, réduire les coûts d'exploitation et optimiser l'investissement en donnant la priorité aux investissements productifs et à ceux qui améliorent le service et donc les recettes. Plusieurs levées d'action rendront cette transformation possible, la culture de la performance individuelle et collective, l'efficacité industrielle, mais aussi l'innovation et le digital mis au service de tous. Cette révolution numérique est partout présente, à nous de la maîtriser pour dépasser la fracture numérique qui est souvent en même temps la fracture territoriale. Avec, au cœur de cette transformation, la mobilité durable. Pour terminer, je voudrais partager avec vous mes convictions pour cette nouvelle SNCF. Pour atteindre l'excellence que je vise, il n'y a pas de temps à perdre, car les cycles économiques n'ont jamais été aussi courts et les concurrents sont agressifs. Nous ferons de l'adaptation de notre service au changement des modes de vie une obsession permanente. Voyons clair et soyons lucides. Si demain, les voyageurs sont satisfaits et trouvent les services dont ils ont besoin, même ceux dont les yeux sont aujourd'hui rivés sur l'ouverture à la concurrence, ils choisiront la nouvelle SNCF. Si demain, la SNCF est capable de porter de manière compétitive les enjeux climatiques des transports de marchandises et de la logistique, les chargeurs choisiront la nouvelle SNCF. Si demain, la SNCF n'oppose pas les grandes lignes et les petites lignes, mais offre une réponse globale aux besoins de mobilité dans toute leur variété et à un prix raisonnable, les collectivités territoriales choisiront la SNCF. Enfin, si demain, la SNCF est reconnue pour sa haute capacité d'innovation, partenaires industriels, PME, start-up choisiront la nouvelle SNCF. Je suis devant vous en ayant pleinement conscience de la responsabilité qui me reviendrait pour mener cette transformation. Le courage politique dont a fait preuve le Parlement engage la nouvelle SNCF dans la concrétisation rapide de son projet au service des Français et des territoires. Pour mener cette transformation, je ne serai pas seul dans l'exercice de ma présidence, car la SNCF se dirige avec les cheminots, l'ensemble des salariés d'aujourd'hui et de demain et leurs représentants syndicaux, avec les clients qui vivent la SNCF au quotidien et leurs associations, avec tous les élus, nationaux, régionaux, locaux, avec les territoires dans leur diversité et enfin avec nos partenaires et nos fournisseurs. Si vous m'y invitez, je souhaiterais, chaque année devant vous, rendre compte de l'avancement de la transformation et de ce qu'est la nouvelle SNCF. Mener à bien cette transformation, nous le pouvons et nous le devons à chaque Français. Je vous remercie pour votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Farandou. Je vais donner la parole tout d'abord à M. Mandelli, qui a été le rapporteur de la LOM et qui suit les questions ferroviaires au sein de notre commission. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre parcours personnel.
qui a été réalisé en interne dans la même entreprise depuis vos prises de fonction initiales. C'est assez exemplaire pour être souligné. Je voudrais également vous dire que j'étais sensible au fait que vous ayez déclaré à la presse, après l'annonce de votre désignation ou nomination par le président de la République, que vous ayez pris la précaution de préciser aux médias qui vous adoubez déjà comme président, de dire que vous deviez passer devant le Parlement pour être définitivement intégré à ce poste. Voilà, donc c'est assez rare pour être souligné. Je voudrais partir de l'international pour ma première question. Vous avez évoqué le fait que la SNCF devait devenir un champion mondial, et déjà présente dans un grand nombre de pays, plus de 120. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en œuvre pour y parvenir en termes de croissance externe éventuellement? Voilà, est-ce que vous avez d'ores et déjà des pistes sur le sujet? Ma deuxième question, elle est consécutive à l'adoption de la loi LOM, même si on a encore une étape à franchir ici au Sénat. Dans le cadre de la loi LOM, nous avons sanctuarisé les ressources de l'AFIT. Nous avons entériné ou sécuriser en tout cas le Conseil d'orientation des infrastructures. Dans le cadre de ces deux instances, évidemment, tout ce qui concerne le ferroviaire est au premier chef concerné. Est-ce que d'ores et déjà vous avez pu reprendre les éléments des différents scénarios 1, 2 et 3 du COI, avoir un avis d'ores et déjà sur le financement de l'AFIT, ou le financement des projets. Et puis dans la LOM, nous avions également intégré, vous l'avez évoqué aussi, la question des petites lignes, avec la possibilité, la faculté pour les régions de les reprendre. Donc je voulais avoir votre avis sur ce point précis, également intégré dans la LOM. Et puis dans le cadre de la LOM, nous avons intégré des obligations avec un certain nombre d'amendements des collègues. On a essayé de trouver un équilibre pour la question de l'intermodalité, notamment l'obligation pour SNCF, mais aussi d'autres acteurs, dans les gares, de favoriser l'implantation des vélos, tout simplement. Est-ce que on a mis une obligation en 2024? Est-ce que d'ores et déjà SNCF a anticipé sur cette question? Quel est le plan stratégique défini? Et puis un dernier point qui concerne un sujet d'actualité, nous l'avons vécu au travers de nombreux articles de presse, plus ou moins polémiques, concernant la gestion et la rénovation des gares, et je pense en particulier à la gare du Nord, à la fois sur le fait que on donne évidemment priorité en termes d'équilibre sur le plan commercial et financier, ce sont des pôles importants qui voient transiter des centaines de milliers de personnes, et à l'instar de ce qui se passe dans les aéroports, devraient constituer à terme une ressource importante pour SNCF. Est-ce que, sur ce cas précis, Gare du Nord, quel est votre jugement, votre regard porté, dans la mesure où voilà, on a à la fois la ville de Paris, mais également collectif d'architectes qui dénoncent un peu le fait qu'on privilégie l'aspect commercial au flux des voyageurs, même si moi j'ai regardé le projet dans le détail en termes de séparation de flux, les arrivées et les départs. Voilà, mais je voulais avoir votre avis précisément sur cette question. Et puis, je m'arrêterai là pour laisser aux collègues compléter la série de questions. Merci. Surtout que j'ai déjà une douzaine de demandes de prise de parole. Donc on fera assez bref sur les questions et sur les réponses. Très bien, écoutez, merci Président. J'ai le sens de la synthèse. Bon, donc sur les investissements et pour l'international, oui, alors je pense que le groupe SNCF, comme je l'ai expliqué, est aussi un groupe international. C'est moins connu, mais c'est une réalité. Il y a déjà presque un tiers de son chiffre d'affaires qui se fait à l'international. Et il faut continuer. On ne va pas faire un repli sur l'Hexagone. Donc il faut absolument que les métiers que nous avons développés en France, on puisse continuer à les exporter dans tous nos savoir-faire. On a des bases solides avec deux grandes filiales qui sont à l'avant-garde, Géodis pour la logistique et puis Keolis pour le transport urbain et ferroviaire d'ailleurs aussi bien. On fait aussi du train à l'international. Donc oui, il faut se développer. Peut-être que l'élément de conditionnalité que je rajouterais, pour l'avoir vécu, le développement international comporte des risques. Vous ne connaissez pas les pays, vous connaissez moins les pays, donc vous avez forcément une part de risque supplémentaire quand vous rentrez dans un pays lointain, et c'est encore plus vrai quand vous vous éloignez des logiques OCDE. Voilà, les logiques OCDE, on se ressemble. Dès que vous arrivez sur des pays sud-américains, africains ou asiatiques, forcément la part de risque augmente. Donc l'élément nouveau, fondamental de la nouvelle SNCF, c'est l'extrême rigueur sur la maîtrise du cash et de la dette. Voilà, il y a vraiment une trajectoire économique qui nous oblige, je le prends comme tel, et je mettrai toute mon énergie à la respecter. Et donc ça veut dire que le développement international se fera, mais en étant très attentif à ce qu'on ne fasse pas de faux pas
et qu'on ne s'embarque pas dans des aventures qui occasionneraient des pertes financières qui abîmeraient la trajectoire financière. Et de la même manière, et vous l'avez un peu évoqué, en matière de financement du développement, il faut faire très attention à ce que les allocations de substances, de cash, comme on dit dans notre jargon, soient bien ciblées. Donc je pense que la priorité, on va dire, c'est plutôt la France. Donc à l'étranger, il faudra être très attentif à ce que les besoins de financement n'obèrent pas notre capacité de maîtrise de la dette, et peut-être d'ailleurs qu'on soit imaginatif en trouvant des partenaires qui nous aideront à financer la croissance de nos filiales à l'international. Sur la LOM, alors le volet infrastructure, moi j'aime bien revenir à des fondamentaux. Il n'y a pas de bon service ferroviaire s'il n'y a pas de bonne infrastructure. Voilà, on l'a d'ailleurs trop négligé dans ce pays, on sait bien que c'est le problème que nous avons. Voilà, c'est une responsabilité collective. Pendant une trentaine d'années, nous n'avons pas mis assez d'argent sur le réseau structurant, sur le réseau principal, non à grande vitesse. Et donc, depuis quelques années, nous avons entrepris un formidable effort de rattrapage et de remise en état de ce réseau structurant. Le financement, bien sûr, est clé. S'il n'y a pas la ressource financière pour réaliser les opérations de régénération et de renouvellement, on n'y arrivera pas. Vous savez, la symbolique, c'est l'âge du réseau. Notre réseau structurant a 30 ans de moyenne d'âge, le réseau allemand en a 17. Bon, c'est énorme. Vous vous rendez compte de l'effort qu'il faut faire pour rajeunir à nouveau le réseau qui avait tendance à vieillir année après année. On est juste au début. Compte tenu des travaux qu'on fait, on a stoppé son vieillissement et on est en train de petit à petit commencer à la rajeunir. Mais c'est un effort long. On voit très bien que la collectivité devra consentir un effort très long dans la durée pour réussir à ramener notre réseau ferroviaire, partie du patrimoine de notre pays, à un niveau finalement de qualité satisfaisant et de fiabilité satisfaisant. Ça, c'est pour la régénération, qui est clé. Là-dessus, d'ailleurs, la trajectoire financière telle qu'elle est négociée avec le gouvernement, qui est autour de 6 milliards d'euros par an, on peut faire des choses. On a 6 milliards d'euros par an entre le renouvellement et les projets, dont 3 milliards pour le renouvellement par an. On peut commencer à travailler. Je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on n'en avait qu'un. On est passé de 1 milliard à 3 milliards. 1 milliard était alors absolument insuffisant. Avec 3 milliards qui correspond au rythme actuellement constaté, avec une perspective d'ailleurs à le remonter même jusqu'à 3,5, je considère que là, l'État fait les efforts nécessaires pour nous permettre de régénérer le réseau ferroviaire structurant. Sur le développement, alors là c'est très clair, ça c'est vraiment une décision de l'État et du Parlement, puisque ce n'est pas Réseau qui financera le développement, c'est vraiment l'argent de l'État et du budget qui financera le développement. C'est un choix. C'est un choix à prendre. Il y a des critères socio-économiques qu'il faut prendre en compte sur l'intérêt des projets. Il peut y avoir aussi des critères d'aménagement du territoire, de décision de notre pays, de relier telle ou telle ville ou tel territoire au réseau à grande vitesse par exemple, ou d'améliorer en profondeur telle ou telle ligne importante d'intérêt national. Donc là, ça renvoie au volet COI, au volet financement, capacité à décider un programme pluriannuel de développement de nos infrastructures. C'est très attendu. Ce qui est important, c'est qu'on ait une décision. Le pire, c'est l'incertitude. Alors cette décision, on souhaite qu'elle soit la plus importante possible. Je ne donnerai pas d'avis sur les scénarios 1, 2, 3. Je pense que ce n'est pas ma responsabilité de le faire. Par contre, voilà, il faut qu'une union soit prise et tenue. Pour que tout le monde puisse s'organiser, y compris la filière industrielle, autour de ce schéma directeur qui ressortirait de la partie infrastructure de la loi LOM. Sur les petites lignes, là encore, on a bien entendu que les petites lignes sont un élément très important de l'aménagement du territoire, même du ressenti des Français. Il y a un attachement très très fort des Français aux lignes ferroviaires, ce qui fait que chaque fois d'ailleurs qu'on veut y toucher, on voit ce qui se passe, il y a des réactions très fortes. Donc c'est vraiment très emblématique du développement d'un territoire, l'existence de ces lignes qu'on a d'ailleurs appelées plus joliment dessertes fines, les lignes de desserte fine du territoire. Elles sont importantes, elles ont leur rôle. Là encore, les règles du jeu en matière de financement commencent à être posées, avec une participation de l'État et peut-être des régions ou des collectivités à la régénération de ces lignes. Elles en ont besoin. Vous savez qu'aujourd'hui, ces lignes sont, pas toutes, mais certaines sont en mauvais état. Donc effectivement, leur pérennité se pose. Donc il faut engager des ressources pour les régénérer. Il y a eu un effort de fait. On est passé en gros de 150 millions par an à 300. Il faut peut-être aller encore un peu au-delà. Et d'ailleurs, on attend la sortie du rapport Philizot, qui peut-être nous éclairera
sur les politiques à conduire et les moyens y consacrer, avec la part de l'État et la part des régions. Ce n'est pas qu'un sujet d'infrastructure, même si l'infrastructure est vitale, c'est aussi un sujet de service sur ces lignes. Et d'ailleurs, les deux sont liés. Quand vous discutez avec les gens des SNCF Réseau, ils nous disent, nous, on fera le réseau qui correspondra au projet de service que vous voulez faire circuler sur le réseau. Par exemple, si vous avez une double voie et que vous avez finalement peu de trains à faire circuler, peut-être qu'un passage à voie unique performant avec télécommande peut suffire. Vous voyez bien qu'en termes de coût, c'est pas du tout pareil. De régénérer deux voies ou une, les budgets ne sont pas les mêmes. Par exemple, vous avez aussi un exemple qui est réussi sur la Côte Bleue, là, c'est entre Marseille et Fos-sur-Mer, où en ajustant le projet d'infrastructure au projet de service régional, on a pu baisser les coûts de 20%. Voilà, on voit bien que la clé, c'est aussi cette capacité à s'adapter à des projets locaux, à des ambitions locales, à des conditions locales. Y compris d'ailleurs sur les normes techniques. Il ne faut pas appliquer des grands référentiels nationaux, il faut être capable de les ajuster à des réalités locales. Sur les vélos, d'un point de vue philosophique, le vélo est l'ami du transport collectif et du transport ferroviaire. Le vélo doit prendre toute sa place dans une politique de mobilité, plutôt urbaine, périurbaine, petite distance dans les milieux ruraux, le vélo électrique permettant de rallonger un peu les distances et de faire accéder au vélo aussi peut-être plus de gens qui auraient du mal sinon peut-être à pédaler sur un vélo sans assistance électrique. Venant de l'urbain, je crois beaucoup au vélo et je pense que dans notre pays, d'abord c'est en train de pousser, on sent qu'on est en train de passer un cap autour du vélo, notamment dans les villes. Et oui, le train devra s'articuler avec le vélo ou le vélo avec le train. Il y a deux manières de s'articuler. La première des politiques, qui est celle que nous encourageons à la SNCF, c'est des parkings à vélo. Faire en sorte que les gens puissent venir en vélo et laisser en toute sécurité leur vélo dans des abris sécurisés, spacieux, pratiques d'accès, pas loin des voies, avant de prendre le train. Et une fois arrivé à destination, bénéficier de vélos en libre service dans les villes, par exemple. Donc c'est vraiment la voie que nous privilégions. Pour autant, nous n'écartons pas la montée des vélos à bord des trains. On sait bien que là, il y a un équilibre à trouver avec les passagers eux-mêmes. C'est-à-dire la place consacrée au vélo, elle peut venir parfois s'opposer à la place qu'on voudrait laisser aux passagers, notamment dans les périodes de pointe. Voilà, il faut y faire un peu attention, en région parisienne en particulier. Mais je pense qu'on peut tout à fait faire cohabiter à bord des trains des vélos et des passagers. Si les vélos sont démontés, c'est plus facile, c'est comme un gros bagage. Si le vélo n'est pas démonté, il y a des emplacements, il faut prévoir leur nombre et les logiques et les procédures d'accès. Voilà. En tout cas, je serai quelqu'un qui encouragera le vélo parce que je crois que fondamentalement, on ne peut pas parler de mobilité durable si on n'inclut pas le vélo sous toutes ses formes dans les politiques de mobilité. Sur la gare du Nord, bon, j'aurai un petit devoir de réserve, n'étant pas encore au cœur du dossier. Je suis étonné, finalement, donc je le regarde avec encore un peu d'externalité. Je pensais qu'il y avait un accord, franchement, de ce qu'on m'avait expliqué, je pensais qu'entre les principaux donneurs d'ordre, en gros la SNCF et la ville de Paris, pour faire court, je pensais qu'il y avait un accord, depuis 2018, c'est ce qu'on m'avait dit, et il semblerait que ce ne soit pas le cas. Voilà, donc il faut essayer de comprendre quels sont les éléments nouveaux qui expliquent ce désalignement. Il y a certainement des raisons. Donc je souhaiterais, si vous confirmez ma candidature, bien sûr, je m'emparerai très vite de ce dossier parce qu'il est dans l'actualité. Donc il faudra rapidement regarder quels sont les éléments de cette divergence nouvelle. Est-ce qu'on peut se remettre en convergence? Parce qu'il est bien évident que l'objectif, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord et à avoir une convergence sur la nature du projet qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes. Je rappelle qu'il y a un petit sujet de planning, puisque l'ambition initiale, c'était que cette gare du Nord, qui en a besoin, là, je crois que tout le monde est d'accord, qui a bien besoin d'être rénovée, puisse être prête pour les Jeux Olympiques 2024. Il y avait une petite ambition de fierté nationale à ce que les nombreux étrangers qui viendront voir Paris, et certains venant par la gare du Nord d'ailleurs, puissent vivre une gare du Nord rénovée. Voilà, donc il y a aussi ce petit aiguillon qui doit nous encourager à se mettre autour d'une table et à trouver les voies d'une convergence. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis à cette occasion, après les grandes problématiques, vous les avez expliquées, les équilibres entre... La priorité doit être donnée au flux de voyageurs, bien évidemment. Une gare, c'est d'abord pour monter dans les trains et pour descendre des trains, c'est très clair. Après, il ne faut pas s'interdire dans les espaces d'une gare ou autour d'une gare d'avoir aussi des services, à la fois parce que ces services sont utiles aux voyageurs et aux riverains. Puis deuxièmement, il ne faut pas aussi se cacher qu'ils sont une source de revenus et on ne peut pas dégager d'un revers de la main une source de revenus au moment où l'argent public est rare. Voilà, donc il faut trouver les équilibres, je suis convaincu qu'on y arrivera.
Merci beaucoup. Donc on va continuer, on va essayer vraiment de rester dans un temps de 2 minutes, parce que j'ai 13 demandes de parole. Je rappelle à mes collègues que M. Farandou n'est pas encore en fonction, donc ne lui posez pas des questions sur votre gare, sur votre ligne petite ou grande. Restons sur l'essentiel qui est sa candidature à la présidence de la SNCF. Il n'y a plus de questions, bon très bien, donc c'est parfait. Monsieur Jacquin. Merci, Président. Je reviendrai, il nous l'a dit, et là vous pourrez vous lâcher sur votre gare, votre petite ligne, votre grande ligne, tout ça, mais pas aujourd'hui. Monsieur Jacquin. Je voulais aussi vous féliciter pour votre parcours. Vous êtes manifestement un amoureux du train. Vous lui consacrez votre vie de chef de gare et chef de toutes les gares. Vous incarnez vraiment l'ascenseur social dans sa meilleure acception. Et je suis très sincère en disant cela. Première question. La raison d'être de SNCF, de l'EPIC, a été redéfinie récemment. Avant la loi des mobilités, elle dit apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. C'est beau, on sent là la volonté de relever le défi climatique et aussi de l'intermodalité. Ça a été écrit au moment de la diversification des activités de SNCF dans le car, le covoiturage. Dans ces termes, il n'y a pas la notion de service public. Vous les avez repris, vous, dans votre exposé, et on ne sent pas que le ferroviaire est au cœur de la machine SNCF. Alors, êtes-vous le candidat du consensus ou incarnez-vous une rupture par rapport à l'époque précédente? Vous nous parlez d'une nouvelle SNCF. Vous laissez entendre que le ferroviaire serait une solution et pas un coût. J'aimerais plus de précision parce que je voulais vous poser des questions sur le fait que je sens en vous quelqu'un d'extrêmement habile et votre exposé en témoigne. Paraît-il que le recrutement a été très difficile. On cherchait quelqu'un à l'international. Outre les questions financières, d'appétit et du gain de certains, paraît-il que les injonctions paradoxales à relever sont épouvantables et décourageantes. Et c'est là-dessus que je vais vous questionner. Bercy veut mettre moins d'argent, diminuer la dette, le ministère développer les transports du quotidien et Matignon garantir la paix sociale. Guillaume Pépi, a posteriori, on peut analyser comment il a répondu à ça. Il a développé TGV, TER, mais au prix d'une dégringolade du fret. Les trains de nuit sont oubliés, les trains d'équilibre du territoire également, et l'état du réseau questionne au risque de la sécurité. Donc comment avez-vous l'intention d'y répondre à ces injonctions paradoxales? À l'oral, vous venez d'y répondre parfaitement, mais dans quelques années, on pourra analyser quels ont été les choix que vous aurez proposés et on pourra analyser votre stratégie, parce que pour l'instant, vous nous manifestez que vous allez répondre à toutes ces injonctions paradoxales. Je n'y crois pas. La dernière question, c'est quelle assurance financière avez-vous obtenue du gouvernement? J'espère que vous en avez obtenu, parce que Bercy estime que ça lui coûte cher le désendettement et tente de grignoter. Donc il y a un nouveau contrat de performance à négocier. Avez-vous obtenu quelque chose? Et saurez-vous redonner confiance aux cheminots? Je vous remercie. Merci, Monsieur Farandou. Est-ce que vous pouvez rassurer Monsieur Jacquin? Oui, je vais lui répondre. Moi, la raison d'être, je la trouve pas mal. Liberté, c'est une espèce de devise républicaine de la mobilité, donc elle me parle. Liberté, facilité, planète, voilà, on s'y retrouve. Elle me va bien, elle est assez large, elle est aspirationnelle et elle est assez riche. On peut la décliner, donc moi, je m'y inscris bien volontiers. Le ferroviaire, je le mets au cœur. Le ferroviaire, c'est fondamental, c'est quand même une société nationale des chemins de fer français, donc si je dois donner une forme de priorité, le ferroviaire sera cette priorité. D'abord parce que c'est la colonne vertébrale des mobilités. Voilà, donc c'est pas toutes les mobilités, on a besoin de l'ensemble, mais cette colonne vertébrale, elle doit bien marcher. Il n'y a pas de bon physique si le dos va pas bien. Si le dos va pas bien, on a mal au dos, on peut pas avancer. Il faut que la colonne vertébrale de la mobilité fonctionne, et le ferroviaire est cette colonne vertébrale. Et ce ferroviaire français. Là encore, on a eu la question sur l'international, il faut faire attention. C'est un paradoxe à se disperser à l'autre bout du monde et à sembler négliger le ferroviaire français.
Le service public, ça me parle. Hein, je veux dire, j'en suis un enfant presque hein, du service public. C'est très noble, hein, ça donne beaucoup de sens. Être au service de ses concitoyens, être au service du bien commun, je pense que c'est formidablement motivant et les cheminots en sont fiers. C'est vraiment un élément de fierté par rapport au corps social cheminot, de leur dire, de leur rappeler qu'ils ont un rôle à jouer pour être au service de notre pays et des Français. Ce service public, il a une dimension aussi économique. On doit rendre ce service au coût le plus ajusté pour la collectivité, parce que qui dit service public dit argent public, et l'argent public est une denrée rare. Donc il faut la gérer avec attention et rendre des comptes sur son utilisation. La nouvelle SNCF, est-ce qu'elle aura des ruptures ou des inflexions? Oui, des inflexions sûrement. Des inflexions sûrement. D'abord, la loi le veut. Je pense qu'on n'a pas bien encore intégré l'impact de cette nouvelle gouvernance. Il y avait 3 EPIC, il n'y a plus d'EPIC, il y a des sociétés anonymes avec une espèce de société holding de tête. C'est pas du tout pareil. Ça veut dire une responsabilité économique beaucoup plus forte, une potentielle d'ailleurs mortalité des sociétés anonymes. Une EPIC, c'est immortel puisque c'est adossé à l'État. Une société anonyme, fût-elle à capitaux publics, lorsque vous avez consommé tous les fonds propres, vous avez un problème. Voilà. D'autant plus que vous êtes regardé par Bruxelles. Regardez ce qui se passe pour la SA Fret. Voilà, donc la mise en responsabilité des dirigeants et de leur conseil d'administration sur les sujets économiques sera beaucoup plus aiguë, avec une forme de responsabilité beaucoup plus forte. Voilà un exemple que je peux donner. Sur les injonctions paradoxales, elles sont normales, elles ne m'inquiètent pas, elles sont toutes logiques. Qui n'en a pas? Et j'allais dire, dès lors qu'on est dans la sphère publique, on a des injonctions paradoxales, mais c'est normal. Chacun est dans son rôle. Bercy, dans son rôle, en faisant attention à la dette de notre pays, sont dans leur rôle. On ne peut pas laisser galoper la dette et dériver la dette, donc ils sont attentifs à ce que notre pays ne s'embarque pas dans une dette qui ne serait pas soutenable. Et ils font attention, dès lors, à la dépense publique. De notre côté, mais bien sûr, on a tous envie de développer les services, développer la mobilité. Donc on peut dire le ministère des Transports, pour faire simple, souhaite bien évidemment plus de services autour de la SNCF et que la SNCF prenne des initiatives pour fédérer toutes les mobilités dans les territoires. Et parfois ces initiatives coûtent un peu. Donc on voit apparaître là effectivement 2 éléments qui peuvent sembler contradictoires. Mais là encore, c'est un sujet d'équilibre. Et de la même manière, il y aura des équilibres à trouver entre la nécessaire plus grande efficacité de l'outil SNCF, pour 2 raisons, je le rappelle. L'État fait un effort énorme, hein. Les 35 milliards d'euros de reprise de dette, je pense que tout le monde se rend compte à quel point, ça pour le coup, ça n'a pas été une décision facile à faire accepter à Bercy. Bercy, je pense, n'avait pas vraiment envie de voir la dette de la France se rajouter de 35 milliards d'euros. Il y a bien une contrepartie. En gros, c'est que cette dette ne se reconstitue plus. On l'efface, il ne faut plus qu'elle se reconstitue. Comment on fait pour pas qu'elle se reconstitue? Il ne faut pas refaire du déficit, puisque la dette, c'était la somme des déficits accumulés. Donc il faut bien qu'à un moment donné, et assez vite, 2022, on arrive à ce que globalement, le système ferroviaire français ne coûte pas à la collectivité. Voilà. Et cet enjeu, je l'assume complètement, parce que s'il coûtait, ça serait tout de même de l'argent public que le pays n'aurait pas pour l'éducation, pour la justice, pour l'armée, pour d'autres missions régaliennes de l'État. Donc c'est mon devoir, mais je pense que c'est le devoir de tous les cheminots, de bien comprendre que le pays nous demande de tout faire pour que, en 2022, le système soit équilibré. En face de ça, et je l'ai évoqué dans ma présentation, il y a un enjeu social, parce que qui dit suppression des déficits dit productivité. Le mot n'est pas tabou. Et la productivité, sans faire de grands cours économiques, productivité du travail, productivité du capital. Productivité du capital, ce n'est pas la plus compliquée. Il faut que les ateliers, les grands équipements travaillent quasiment 24 heures sur 24. Hein, ça serait complètement stupide d'avoir un grand atelier qui a coûté plusieurs dizaines de millions, qui ne produirait que 7 ou 8 heures par jour. Donc il faut absolument que les grands équipements, comme une piscine, tournent le plus possible, notamment les équipements industriels, bien évidemment. Il faut que le réseau aussi soit bien circulé. Ce n'est pas la peine d'avoir une voie ferrée pour qu'il y ait de la place dessus et qu'on n'arrive pas à faire rouler plus de trains. Bon, ça, c'est la rentabilité du capital. La rentabilité, la productivité du travail. Les 35 heures s'appliqueront à la SNCF, hein, on va rassurer tout le monde. Hein, les grandes lois du travail s'appliqueront aux cheminots. Mais il y a des marges de progression. J'en vois 2. La première, c'est la polyvalence. Et ce n'est pas la faute des cheminots. Vous avez fait les uns et les autres mention que j'étais rentré à la SNCF il y a longtemps. Quand je suis rentré à la SNCF, les cheminots étaient beaucoup plus polyvalents. Le même cheminot dans une gare, et vous avez dit qu'il était chef de gare, faisait la circulation des trains, vendait des billets, allait livrer les wagons, et même passait un coup de balai si la gare était sale. Et ça ne choquait pas les cheminots.
Donc ce n'est pas les cheminots qui ont levé la polyvalence, c'est l'organisation du travail interne à l'entreprise qui, de facto, les a spécialisés. Bon, ben, il faut les déspécialiser, notamment sur les petites lignes, où c'est complètement stupide et anti-économique d'être allé trop loin dans la spécialisation de manière très étroite des tâches des cheminots. Voilà, c'est assez simple en fait. Et au fond, je suis convaincu que les cheminots le comprennent et sont prêts à l'accepter. Le deuxième volet de la productivité, c'est les coûts de structure. Quand je compare à Keolis, c'est en gros du simple au double. Hein. Alors ça s'explique, hein, ne serait-ce que l'histoire, ne serait-ce que des tâches qu'on demande à la SNCF qui parfois se substituent à telle ou telle entité publique. Il n'empêche que si la SNCF veut conserver ses parts de marché dans un univers de concurrence généralisé, elle devra ajuster ses coûts de structure. Les bons coûts, j'allais dire, c'est les coûts de production. Les conducteurs de train, les agents de maintenance, on en a besoin. Les coûts de structure, ce n'est pas des mauvais coûts, mais c'est des coûts qu'il faut ajuster parce qu'ils ne sont pas directement productifs et ils ne contribuent pas directement au service public. Sur les assurances que m'a donné le gouvernement, ce n'est pas des assurances, c'est un contrat. Et je l'ai accepté. Il est très clair, il est public. Pardon ? Laissez répondre M. Farandou. Je considère qu'il est très clair. Il y a encore 12 questions derrière. Il y a cette fameuse trajectoire économique, et je pense qu'elle est quasiment publique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire, où elle va l'être, hein, je pense qu'on la verra très vite arriver. Vous avez au moment de la réforme, en contrepartie de la reprise de la dette, l'État a demandé à la direction de la SNCF, en plus je suis complètement confortable, je n'y étais pas. Donc je prends des engagements que d'autres ont pris. Mais c'est pas grave, je les prends bien volontiers parce qu'ils sont absolument nécessaires. En fait, il y a une trajectoire qui montre comment, par des économies, par le développement des recettes aussi, hein, il n'y a pas que les coûts. Il faut aller chercher plus de clients, conquérir des clients, satisfaire des clients. On arrive progressivement à arriver à ce point d'équilibre pour le système ferroviaire français. Donc voilà, à côté de ça, il y a des assurances de reprise de dette, il y a des assurances sur le contrat de performance du réseau qu'on est en train de finaliser, où comme je le disais dans mon propos introductif, l'État fait de gros efforts, puisqu'on est à 6 milliards par an, hein, on n'a jamais vu ça, dont 3 qui vont monter à 3,5 sur la régénération du réseau. Voilà, moi je considère que l'État fait sa part, il m'appartient à moi, il y a l'équipe qui m'entourera, de faire la sienne. Merci. Monsieur Pointreau. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur Ferrandou, j'ai apprécié votre intervention qui est volontariste et pragmatique, puisque c'est vrai que vous avez connu tous les postes et tous les métiers de la SNCF. Un par un, vous avez gravi les échelons et ça vous donne un regard tout à fait précis de la situation. Et vous êtes engagé sur un certain nombre de points, notamment de ne pas exclure les territoires. Alors moi, je voudrais savoir si vous vous engagez à ne pas exclure le territoire de Grand Centre Auvergne, parce que Monsieur le Président a souhaité qu'on ne parle pas de nos territoires, mais comme il a posé toutes les questions et que je voulais en poser certaines, je me retourne vers cette question qui me préoccupe, parce que c'est un territoire qui a été abandonné, qui est enclavé, et on a des lignes comme Paris-Clermont, Montluçon, Le Polt, le futur POCL à mettre en œuvre. Je sais qu'il va falloir rénover toutes les lignes existantes tout d'abord. Comment pensez-vous y arriver? D'abord, dans quel temps? Et est-ce que vous engagez à... une fois que toutes ces lignes seront donc rénovées, à mettre en œuvre ce qu'a décidé le Conseil d'orientation. Alors on espère avoir le meilleur scénario, mais de pouvoir ensuite reprendre donc les lignes LGV qui nous sont indispensables pour notre territoire. Monsieur Farandou, rapidement sur cette question d'intérêt local. Oui. Non, mais je pense que c'est un vrai sujet. En tant que citoyen, on peut être un peu perturbé par le fait que certains points importants de notre territoire, en gros, soient passés à côté du TGV. On peut le comprendre, on connaît la raison. C'est que les densités de population desservies ne justifiaient pas, quelque part, l'énorme investissement d'une nouvelle. Vous avez cité le centre, l'Auvergne, etc. Mais la Normandie est un peu dans la même situation. Pire. L'Auvergne, bien sûr. Et c'est vrai que là, il y a une forme d'injustice territoriale. Je peux tout à fait le comprendre. Je pense aussi que les élus de ces territoires ont compris que ça ne pouvait pas être de la ligne à grande vitesse comme ailleurs. Voilà. Mais il y a une réponse possible. D'ailleurs, je crois que récemment, il y a eu une visite du ministre et du président de la SNCF, je crois à Clermont, qui ont été clairs. Oui, il va y avoir un plan d'amélioration substantielle des lignes, de l'infrastructure et du matériel, parce qu'il faut les deux. Donc à la fois, les lignes vont être régénérées
pour que l'infrastructure soit de qualité, avec des opérations aussi, non seulement sur les voies, mais d'installation électrique, de passage à niveau, pour qu'on puisse assurer les vitesses sur ces lignes, et à hauteur, je crois, de 700 millions sur Paris-Toulouse et de plus d'1 milliard sur Paris-Clermont. Ou le contraire, pardon, 1 milliard sur Paris-Clermont, 700 millions sur Toulouse. Et le matériel, il y a aussi 700 millions d'euros qui vont être financés par l'État, puisque c'est l'État qui est autorité organisatrice de ces lignes dites d'équilibre du territoire, pour rénover complètement les matériels. Et enfin, j'allais dire, avoir effectivement des rames électriques de qualité très modernes qui permettront d'offrir du confort et du service et de la performance aux voyageurs qui circuleront sur ces lignes. Voilà, l'échéance de temps qui a été donnée, c'est 2025, qui est ambitieux. Il ne va pas falloir mollir, il ne va pas falloir chômer. Je crois aussi, l'idée aussi, c'est qu'il y ait une large co-construction de ces programmes d'infrastructure et de ces définitions de services en matière de desserte, en matière d'horaire, avec les élus concernés. Et je m'engage bien évidemment, si je suis président de la SNCF, à mettre toute notre énergie à ce que ces plannings soient tenus. Et ça sera un vrai défi, parce que c'est court. Dans le monde du ferroviaire, quelques années, on sait que c'est court. Voilà. Mais en s'y mettant tous ensemble, je suis convaincu qu'en 2025, on peut avoir vraiment rénové en profondeur le service perçu par les passagers sur ces territoires. Sur le POC, alors ça c'est d'une autre nature. Là pour le coup, ça renvoie effectivement au scénario du COI. Sur ces sujets-là, je ne m'avance pas parce que c'est énormément d'argent. Ce n'est pas au président de la SNCF de dire ce qu'il faut dépenser ou pas. Bien évidemment, la fonctionnalité, on la voit, c'est qu'un jour, la ligne Paris-Lyon sera saturée, un jour, même si on a encore des gains de capacité qui sont possibles par l'introduction d'une nouvelle technologie dite ERTMS, une technologie européenne qui permet de faire 25-30% de plus sur les trains. Donc ça peut donner une réserve de capacité pendant quelques années, mais sur le long terme, c'est quelque chose qu'il faut avoir en perspective, parce que le moment venu, cette ligne aura deux finalités: desservir pour le coup les territoires traversés, mais aussi offrir une nouvelle capacité supplémentaire entre Paris, le Nord et la Méditerranée. Voilà, donc oui sur le très long terme, mais mettons d'abord nos efforts sur le premier sujet, comment d'ici 2025 on arrive à rénover vraiment et pour de vrai les services pour les territoires que vous avez mentionnés. Merci beaucoup. Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je voudrais d'abord saluer ce que je viens d'entendre s'agissant de notre ligne POLT, parce que je vous ai entendu, et donc puisque les élus ont des inquiétudes sur tout ce territoire central de la France qui a été un peu oublié. Je salue aussi ce que vous avez dit sur la polyvalence des cheminots, ayant rencontré des cheminots sur mon territoire, et qui avaient vécu cette expérience-là, étaient très en attente de cette évolution-là, et j'estime que c'est un levier très efficace de gestion. Alors moi, je voulais vous réinterroger sur les gares et sur votre sentiment par rapport, ou votre arbitrage par rapport déjà à la valeur patrimoniale des gares et par rapport au rôle fondamental dans l'intermodalité, qui est non seulement effectivement les parkings vélos, les bus et les arrêts de bus qui soient suffisamment adéquats pour qu'on puisse y accéder facilement, et surtout l'espace libre pour la circulation des voyageurs, et également pour la possibilité pour les voyageurs de se reposer en attente de leur futur transport. Voilà, c'était sur les arbitrages et sur les priorités que vous donnerez, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'enjeu environnemental et il faut permettre ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Préville. Monsieur Farandou. Les gares, c'est essentiel. C'est vraiment un élément essentiel du service, finalement, de mobilité. Bien évidemment pour le ferroviaire, mais pas que. Et la gare est par excellence le point d'intermodalité, puisque l'idée, comme je le disais, le train, colonne vertébrale, mais il faut arriver vers ces gares qui seront le lieu d'interface entre les autres mobilités et puis le train. La notion de pôle d'échange multimodal est maintenant bien installée dans les territoires, avec des programmes dans les régions. Il faut les poursuivre. Il faut y rajouter toutes les formes de mobilité, comme le vélo, on l'a mentionné. Il peut y en avoir d'autres aussi, d'ailleurs. Ça peut être aussi un point de covoiturage, où on peut vraiment, il faut s'ingénier à trouver comment, autour de la gare ou à proximité de la gare, on arrive à rassembler toutes les formes de nouvelles mobilités. C'est l'essentiel de la gare, c'est bien ça l'essentiel de la gare. On doit y trouver des lieux d'attente, puisqu'il y a des correspondances dans les gares de quelques minutes, parfois un peu plus longues. Il faut que cette correspondance puisse se faire dans de bonnes conditions, donc des lieux avec des assises, des places assises, chauffées ou climatisées, confortables et propres, très propres, confortables et sûres. Bien évidemment, la gare doit être un lieu à la fois de confort et de sûreté.
Il peut y avoir quelques... Alors, il y a gare et gare, hein, il y a les toutes petites gares et les très grandes gares, hein, donc bien sûr, sous le même vocable, on parle de situations très différentes. Quand on le peut, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de service de proximité. Je pense que comme on a un peu de temps, un peu de restauration, quelques journaux, enfin je pense que des éléments très liés au voyage, finalement de préparation au voyage, trouvent tout à fait leur place dans une gare. Et enfin, ça c'est un vrai sujet avec les territoires d'ailleurs, qu'on peut travailler. On a hérité de gares qui sont souvent des monuments importants, hein, dimensionnés à l'époque où le train était le seul moyen de transport. Je mentionnais la gare de Rodez, j'étais chef de gare de Rodez, elle est immense la gare de Rodez. Hein. C'est vraiment les gares du sud-ouest tout en longueur, là, bon, elle est immense. Je pense qu'aujourd'hui, les services ferroviaires sont loin d'utiliser tout ce bâtiment. Donc il y a de la place. Qu'est-ce qu'on fait de cette place? C'est un vrai sujet. Et je pense qu'autour de ça, et des initiatives d'ailleurs commencent à voir le jour par-ci par-là, je pense qu'on peut réinvestir ces espaces, en faire des lieux de service public, en faire des lieux de service aux passagers, aux habitants de la ville. Quand j'ai fait mention dans ma présentation du moment où j'étais président de l'Union des PIMS, on avait réutilisé des gares qui n'étaient plus affectées au service. Je me souviens à Chauffaille, hein, dans le Rhône, avec Michel Mercier à l'époque, ministre de l'aménagement du territoire. On avait réutilisé ces lieux pour mettre du service public dans ces gares. Voilà, et je pense qu'on peut trouver des idées aussi pour donner à ces lieux d'autres fonctions qui rendront bien service au territoire. Voilà, donc je suis en tout cas personnellement très ouvert à toutes ces idées, mais qu'il faudra co-construire avec les territoires. C'est pas depuis Paris qu'on va dire voilà la directive par laquelle voilà ce qui va se passer dans les gares. Voilà bien un sujet qui devrait travailler avec les territoires, avec les régions, avec les villes, pour voir qu'est-ce qu'on fait d'intelligent dans le territoire donné avec cet actif historique qu'est la gare. Merci beaucoup. Monsieur Marchand. Merci, Monsieur le Président. J'ai aussi beaucoup apprécié la présentation que vous avez faite et les objectifs que vous vous assignez. Je voudrais revenir quelques instants sur la notion de productivité que vous aviez abordée, organisation du travail, coût de structure, pour savoir quelle était votre vision notamment sur la question de la conduite des chantiers qui sont menés par la SNCF et le sentiment parfois ressenti d'une dilution de responsabilité et parfois d'un fonctionnement en vase clos qui peuvent avoir des conséquences sur l'opérationnalité des chantiers, la remise en cause de certaines solutions. Je prendrai un exemple que je connais parfaitement bien pour l'user quotidiennement, c'est celui de la gare de Lille, puisque sénateur du Nord, je fais régulièrement le Lille-Paris et que la gare de Lille-Flandre fait l'objet actuellement de travaux importants, mais je pense que les dysfonctionnements qu'on peut opérer avec des retards de livraison qui sont dus notamment à la présence de plomb, qui à mon sens, pour avoir un peu enquêté le sujet, aurait pu se régler autrement, j'ai le sentiment que parfois on se heurte à certaines difficultés. Ça vaut pour la gare de Lille, mais ça a valu hier pour d'autres exemples, je pense notamment à la gare de Bordeaux. Donc, quelle est votre vision, notamment sur les difficultés aujourd'hui qu'on peut rencontrer quant à la conduite de certains chantiers? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait matière à ouvrir davantage sur des compétences extérieures? Monsieur Farandou. Oui, je pense que vous avez, dans votre conclusion, vous avez quasiment apporté la solution. En tout cas, vous avez posé la problématique. Et en fait, il y a énormément de chantiers en ce moment dans notre pays. Dans les gares, mais pas que, hein, c'est vraiment un problème. Tout le secteur du BTP est en surchauffe, Grand Paris, en région parisienne, etc. Donc c'est vraiment un vrai sujet d'avoir un trop-plein de demandes de travaux par rapport aux capacités à les faire. Donc tout ce qui est maîtrise d'ouvrage en particulier, parce que beaucoup d'éléments que vous mentionnez viennent de la maîtrise d'ouvrage, cette capacité à maîtriser la conduite des travaux, la définition des travaux et l'organisation générale des travaux. Et là, comme vous, je pense que SNCF Réseau a de grandes qualités. Franchement, moi, je voudrais commencer par souligner leur grand professionnalisme, hein, notamment sur tout ce qui est ferroviaire. Mais peut-être quand les projets s'élargissent, ils auraient certainement intérêt à aller compléter leurs propres ressources par des bureaux d'études ou par des agents spécialisés qui pourraient les aider à bien anticiper toute la difficulté des travaux. Parce qu'en fait, ce que vous mentionnez est tout à fait vrai. On passe généralement pas assez de temps à bien regarder tout ce qu'il y a à faire. On s'engage dans les travaux et quand on est engagé dans les travaux, là on découvre des choses désagréables qui obligent à stopper les travaux, à se réorganiser, à faire des choses qu'on n'avait pas prévues, voire à revenir en arrière par rapport à ce qu'on a fait. Et ça conduit à du désordre, ça conduit à du retard, ça conduit à des surcoûts. Donc cette capacité à être irréprochable sur la maîtrise d'ouvrage est la clé. Parfois d'ailleurs c'est pas toujours bien compris de nos parties prenantes qui ont l'impression qu'on passe trop de temps en études préalables, mais ces études préalables et cette définition des programmes est essentielle à la bonne exécution des travaux. Donc je prends votre point et c'est quelque chose que je verrai avec SNCF Réseau pour bien m'assurer
que projet par projet, chantier par chantier, on a bien réuni les compétences suffisantes et nécessaires pour délivrer ensuite, dès qu'on a appuyé sur le bouton, qu'on a délivré dans les plannings, dans les budgets et dans les fonctionnalités, l'ensemble des projets engagés. Merci beaucoup. Monsieur Chevrollier. Merci Monsieur le Président. Monsieur Farandou, vous disposez d'une très belle expérience internationale, une sensibilité sociale et une maîtrise des enjeux territoriaux, une parfaite connaissance de la SNCF. Ça vous sera très utile pour relever les nombreux défis de la nouvelle SNCF dont vous nous avez parlé. Moi, comme un certain nombre de mes collègues, je voudrais vous sensibiliser sur la nécessité de préserver une bonne desserte des petites lignes, préserver également la desserte des villes moyennes avec des arrêts pour les TGV, et je pense particulièrement à ma gare de Laval. Mais je voudrais vous interroger sur le social. Vous l'avez dit, vous avez géré les 35 heures dans les années 2000. Je voudrais savoir comment vous aviez conduit cette négociation et quelles leçons vous tirez de cette expérience en tant que DRH et quels sont les points sur lesquels vous serez particulièrement vigilant pour conduire la réforme sociale de la SNCF nouvelle. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec les syndicats et comment vous comptez travailler avec eux? Et deuxième question, vous avez évoqué le contexte d'urgence environnementale, votre action pour l'environnement. Je voudrais savoir plus précisément quelles actions vous comptez mener pour la reconquête de la biodiversité et sa préservation. Vous avez parlé de dossier glyphosate. Est-ce que vous pouvez développer d'autres points sur cette question? Merci. Oui, alors le social, je voudrais qu'on en prenne un peu la mesure, parce que en préparant bien sûr ces auditions, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses. dont l'actualité est chargée. Voilà, hein, c'est un moment un peu particulier où il y a beaucoup de choses. Alors il y a déjà tout ce qui est à l'intérieur de la SNCF, qui est le social que nous maîtrisons. C'est la direction, ses syndicats et son corps social. Il y a ce fameux pacte social dont on a parlé. C'est une vraie petite révolution, ça, parce que c'est la conséquence de l'arrêt du recrutement au statut. À partir du 1er janvier 2020, très bientôt, hein, dans 3 mois, il va y avoir des nouveaux salariés qui vont arriver, qui ne seront pas au statut. Aujourd'hui, les règles sociales applicables ne sont pas complètes. Donc il faut, dans un laps de temps très court, définir les règles sociales de rémunération, de classification, de déroulement de carrière, de formation, des droits et devoirs. Les droits et devoirs entre ces salariés et l'entreprise dans un laps de temps très court. Généralement, c'est mieux de le faire avec une signature d'un accord. Hein. C'est quand même mieux qu'on arrive à se mettre d'accord sur ces règles du jeu social qui s'appliqueront à ces salariés. Et donc, c'est un peu une course contre le temps, avec des enjeux, et chaque enjeu, là encore, on parlait d'injonctions paradoxales, en tout cas les enjeux, chacun est légitime, leur cohabitation n'est pas simple, et là encore, il faudra faire preuve de mesure et de responsabilité pour trouver les équilibres. D'un côté, il faut que ces conditions soient satisfaisantes pour les salariés, il faut qu'ils aient envie de rentrer à la SNCF, s'ils n'ont pas envie de rentrer à la SNCF, on aura un problème. Il faut qu'ils se sentent bien, une fois qu'ils y sont, il faut qu'ils aient envie d'y rester. Hein, il faut qu'ils soient épanouis par les conditions qu'on leur propose, les formations, les déroulements de carrière, l'intérêt des emplois qu'on leur propose, etc. Donc ça, il faut que ce soit attractif, il faut un cadre social attractif. De l'autre côté, attention au coût de la masse salariale, parce que dans nos coûts, la masse salariale est un coût important. Donc dans un moment de compétitivité, dans un moment de trajectoire financière rigoureuse, il faut aussi faire attention à ce que le coût des règles du jeu social soit supportable par la société. Ou en tout cas, il faut des contreparties, de type polyvalence par exemple. Voilà, on voit bien apparaître des éléments de négociation autour de l'attractivité du cadre social et puis des éléments d'organisation nouvelle du travail qui permettront d'obtenir les gains de productivité dont nous avons besoin. Deuxième élément, et ça, là la difficulté, c'est la nouveauté, puisqu'il faut se sortir des règles statutaires, c'est pas pour refaire le statut. Or, le statut est présent dans toutes les têtes des cheminots et des syndicats. Hein, donc, il faut inventer quelque chose de nouveau, alors que la référence installée, c'est quelque chose dont on veut un peu s'éloigner. Hein, voilà. Donc, vous voyez un peu quelle est la difficulté qu'on doit gérer. Deuxièmement, on l'a dit, on a devant nous un plan de productivité à un niveau peut-être jamais fait. C'est-à-dire que pour tenir cette trajectoire, pour obtenir cette compétitivité, il va falloir être très attentif aux organisations du travail, à l'efficience. C'est quelque chose qui est difficile parce que ça va se traduire par des baisses d'emploi. Et les baisses d'emploi, le corps social n'est pas satisfait par les baisses d'emploi, de même que l'organisation syndicale. Donc comment on va conduire cette politique, comment on va la faire accepter, comment aussi on va accompagner les sujets humains qui vont avec, parce que quand quelqu'un perd son emploi, c'est un sujet humain qu'il s'agit d'anticiper, qu'il s'agit d'accompagner, avec des sujets de reconversion, avec des sujets de comment on trouve un emploi dans le bassin d'emploi considéré. Voilà, donc là on a de vrais sujets de méthode
et de mise en œuvre qui ont, à l'évidence, un enjeu social important. Troisièmement, vous avez un sujet identitaire. Et c'est parfois les plus difficiles. Hein. Mettez-vous à la place des cheminots, ça fait quelques années qu'ils ont réforme sur réforme. La réforme initiale est un peu loin, c'est RFF en 1996, ça là elle est un peu avalée. Mais depuis 2014, ça n'arrête pas. Depuis 5 ans, vous avez réforme structurelle sur réforme structurelle qui secoue les organisations, qui secoue au fond même la vision des cheminots dans l'avenir de leur entreprise et dans leur relation avec l'État. Finalement, l'État, qu'est-ce qu'elle veut faire de la SNCF? Ils finissent par être un peu perdus. Donc il est plus que temps de leur donner une perspective, de leur donner du sens. Et ça sera un boulot important pour moi, de leur donner ce cap, de les rassurer quelque part, sans leur mentir sur les éléments de difficulté de notre environnement, mais qu'ils aient le sentiment quand même qu'il y a un capitaine dans le bateau et que le bateau, il sait à peu près où est-ce qu'il veut accoster. Voilà, il faut juste se mettre à leur place, c'est absolument nécessaire. Tout ça, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Et vous rajoutez à ça un dossier qui est extérieur, ce n'est pas le dossier de la SNCF, c'est le dossier du pays, c'est le gouvernement qui veut installer un régime universel de retraite qui bien sûr s'appliquera à tout le monde, puisqu'il est universel, et donc qui s'appliquera aux cheminots, et donc qui va rediscuter, remettre en question le régime spécial des cheminots, qui est à la fois aujourd'hui considéré comme une condition du contrat social passé par les cheminots avec leur entreprise, ils ont toujours connu ça, et deuxièmement, en termes d'identitaire, on en revient là aussi, qui est un marqueur très fort de leur spécificité cheminote. Voilà, donc là, vous avez un élément de difficulté supplémentaire, c'est une espèce de cause externe qui forcément va se rajouter à l'agenda social. Quand vous rajoutez tout ça, forcément, on dit, ouais, c'est pas mal, il y a quand même pas des sujets sensibles qu'il va falloir discuter et faire avancer dans l'entreprise. La méthode, il n'y en a pas 36, la méthode. C'est le dialogue, et le dialogue respectueux et clair et lucide. C'est un préalable au moins. Hein, on verra bien ce que ça produit, mais c'est le préalable. Et il faut dialoguer avec qui? Il faut dialoguer avec les syndicats, et tous les syndicats, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, et il y en a quelques-uns, mais il faut parler avec eux. Il faut les entendre. Parce que dans ce qu'ils vous disent, il faut écouter. D'abord, ils vous disent des choses que pense une partie importante des cheminots. Ils sont aussi représentatifs d'une partie des cheminots. Donc si vous ne les écoutez pas, vous n'écoutez pas les cheminots qui pensent comme eux. C'est embêtant. Il faut les écouter. Et au fond, regardez avec eux quel est le chemin. On peut partir de positions très différentes et peut-être construire un chemin qui est le moins mauvais des chemins, qui est le chemin accessible à court terme. Voilà. Et moi, je suis un optimiste fondamental et je pense qu'il y a toujours un chemin. Même quand les situations sont compliquées, il y a toujours un chemin. Il faut faire appel au sens des responsabilités des uns et des autres. Et aux syndicats, il faut leur demander, bien sûr que les syndicats de la SNCF bloquaient la SNCF, on le sait, c'est pas nouveau. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera encore quelque temps. Mais bloquer la SNCF, est-ce que c'est lui rendre service ? Est-ce que c'est rendre service à l'entreprise de l'empêcher de fonctionner, de l'empêcher de rendre ses missions de service public, de l'empêcher de transporter les marchandises que les chargeurs veulent lui confier? Est-ce que c'est comme ça qu'on prépare le futur de la SNCF et qu'on la renforce? Voilà. Chacun est placé devant ses responsabilités et chacun devra se déterminer et rendre compte des orientations, des décisions, des impulsions qu'il donnera sur le corps social. Le dialogue social, ce n'est pas que les syndicats, mais le syndicat, c'est important. Et une boîte comme la SNCF ne peut se gérer qu'avec des syndicats. Hein. Quand vous avez 145 000 salariés, vous ne pouvez pas avoir un happening avec 145 000 personnes. Il vous faut des représentants du personnel avec qui dialoguer. Hein. C'est essentiel. À côté de ça, vous avez ce corps social. Et moi, mon ambition, même s'ils sont nombreux, c'est d'aller les voir. Je pense que je vais faire mes meilleurs efforts pour... Dans ma tête, j'ai une fois par semaine, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas souvent, très souvent, aller sur le terrain. Parce qu'il faut dialoguer avec les gens. Là encore, écoute et dialogue, il faut expliquer, faire de la pédagogie. Finalement, si on est d'accord pour dire que ce projet de la SNCF, c'est un projet voulu par les Français au travers de son gouvernement. C'est un projet qui est bon pour le pays, qui est bon pour les Français. Il est difficile, il a une partie d'effort, mais au fond, ce projet, il vise à faire de la SNCF un champion mondial de la mobilité au service des Français et des territoires. Ça s'explique. On fait de la pédagogie autour de ça, on le concrétise. Donc mon intention est d'aller très régulièrement au contact des cheminots pour parler avec eux, discuter avec eux, et peut-être co-construire avec eux aussi ce chemin. On sait d'où on part, on sait à peu près où on veut aller, il y a des marges de manœuvre sur le chemin. Des marges de manœuvre temporelles, à quel rythme, quand, comment, par quoi on commence, par quoi on se met d'accord tout de suite, qu'est-ce qui est compliqué qu'on peut peut-être pousser un peu plus loin, qu'il faudra bien reprendre quand ça sera mûr, etc., etc. Voilà. Et ce mouvement, je l'impulserai dès le premier jour de ma présidence et je le poursuivrai autant que de besoin. Sur l'urgence environnementale, c'est un sujet citoyen, c'est ce que j'évoquais, je pense qu'on est tous convaincus qu'il se passe des choses sur la planète qui nous interpellent.
On est tous témoins de ce dérèglement climatique majeur, du réchauffement de la planète, de la biodiversité qui souffre. Voilà, je pense qu'on est tous concernés par ce qui se passe et on est tous préoccupés par la planète qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est notre responsabilité, nous qui sommes aujourd'hui aux manettes, nous qui sommes en charge aujourd'hui, chacun à notre place, des parlementaires d'un côté, des patrons de boîtes publiques de l'autre. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour améliorer les choses et arrêter de les dégrader? Au sein de la SNCF, on a des leviers d'action, on est une entreprise, on est dans le concret. Nous, on n'est pas dans la philosophie, on peut participer à la philosophie générale, mais notre rôle, c'est pas là où on nous attend dans l'action. Action sur le glyphosate, action sur le diesel. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de traction diesel dans notre entreprise. La moitié des TER, c'est quasiment du diesel encore. On a les trains de travaux qui tournent au diesel, on a 15% des trains de fret qui tournent au diesel. L'objectif, en 2035, plus de diesel. L'air de rien, quand on dit ça, c'est vite arrivé 2035. Quels seront donc les moyens de traction différents qui feront qu'on n'aura plus besoin de locomotives diesel? Il faut y bosser tout de suite. Les premières actions autour du TER avec les régions, et plusieurs régions nous accompagnent, des TER hybrides. Mais quand vous avez 4 moteurs diesel, vous en remplacez 2 par l'électrique, vous avez déjà gagné 50%, et vous pouvez rentrer dans les villes avec les moteurs électriques, première action, et ça peut aller vite. Vous avez l'hydrogène. Moi, personnellement, j'allais dire, je crois, presque au sens de la croyance, je crois en l'hydrogène. On sait que la difficulté, c'est fabriquer l'hydrogène. Mais dès qu'on a l'hydrogène, c'est quand même formidable. Donc je crois que la filière hydrogène, et la France est plutôt en avance, est vraiment une solution dès lors qu'on sait fabriquer beaucoup d'électricité propre à un prix raisonnable. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous pouvez avoir aussi des trains avec des batteries. Voilà, donc je pense que notre boulot, c'est autour de l'énergie de traction. Arrêter le diesel et trouver les sources alternatives. Être irréprochable sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets, etc. On doit être en pointe sur ces sujets, recyclage, etc. Et quand vous voyez la surface de l'entreprise, ça fait déjà beaucoup de choses. Sur les panneaux solaires, par exemple, je pense qu'on peut être des promoteurs de l'installation de panneaux solaires. Imaginez les surfaces qu'on a, surfaces de bâtiments, surfaces dans les cours, le long des voies. Imaginez les hectares que nous avons. Aujourd'hui, on y met du glyphosate. Peut-être que demain, on y mettra des panneaux solaires. Je crois qu'on a 65 000 hectares, des trucs comme ça. C'est énorme. Est-ce qu'on ne pourrait pas couvrir tout ça de panneaux solaires? Voilà, je pense qu'on doit être à la pointe des actions. Voilà, nous, on n'est pas dans la philosophie, on est à l'action, d'actions concrètes qui, effectivement, permettront à la SNCF et à la France de tenir ces objectifs. Merci beaucoup. Monsieur Fouché. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai apprécié, Monsieur le Président, votre parcours, qui est un peu comme celui des sénateurs, c'est-à-dire marche par marche, et après on arrive à ce niveau-là, ça demande un certain nombre d'années. Simplement, il y a quelques mois, la Commission m'a confié un rapport, Monsieur le Président, sur la sécurité dans les gares, les transports, notamment au niveau des trains et des métros. Donc il a été fait un travail de proximité avec la direction de la SNCF, en particulier avec les équipes et M. Stéphane Voland, donc le secrétaire général. De ce rapport, il est sorti un certain nombre de décisions qui ont été prises par la SNCF, l'équipement de caméras boutons pour les agents, développement d'une police sans uniforme et d'autres choses également. Il y a toujours des risques d'attentats. Il y a quelques années aussi, à la suite de l'attentat du Thalys, enfin de la tentative d'attentat du Thalys, Madame Royal avait installé un portique en gare du Nord, très coûteux, mais sans effet parce qu'il n'y avait pas de portique ni à Lille ni à Bruxelles, ce qui fait que les terroristes pouvaient prendre le train dans ces villes. Est-ce que vous envisagez sur ces trains particuliers qui traversent les différents pays, que sont l'Eurostar et le Thalys, l'implantation naturellement en liaison avec les pays de portiques amovibles peut-être? Et deuxièmement, comment envisagez-vous le développement des mesures de sécurité? Merci beaucoup. Le sénateur, vous pointez le doigt sur un sujet ô combien important. On a tous conscience qu'on vivons dans un monde dur et méchant, j'allais dire, et qui ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Je crois qu'il faudrait être très très vigilant sur ces sujets. D'abord pour les sujets eux-mêmes, puisqu'on parle de risque de vie humaine, et deuxièmement qui pourrait pénaliser beaucoup les transports en commun. Si tout à coup les gens avaient le sentiment que c'est pas sûr de prendre le train ou de prendre le métro, on peut imaginer qu'on aurait l'inverse que ce qu'on cherche, le report modal ne fonctionnerait pas dans le bon sens. Donc on est éminemment sur des sujets très très importants que je placerai très haut dans mes priorités. À la SNCF, et merci de l'avoir souligné, on a une organisation et un corps très efficace avec la surveillance générale. Je crois qu'on a la chance d'avoir de professionnels bien formés, bien équipés, très au clair sur leur mission, très disponibles, qui s'articulent très bien aussi avec la puissance publique, avec la police, avec la gendarmerie, et c'est vraiment quelque chose qui renforce
cette chaîne de la sécurité, parce que c'est bien une chaîne dont on parle. Hein. On parle de la SNCF, mais la SNCF est dans un système en matière de sécurité, avec les pouvoirs publics, avec la justice, etc. Avec les renseignements, bien évidemment, puisqu'on sait qu'en matière de sécurité, les renseignements en amont sont la meilleure des choses. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Chaque fois qu'on peut empêcher que ça se passe, c'est bien mieux. Donc je ne baisserai pas la garde. Hein, je ne baisserai pas la garde sur ces sujets. Au contraire, je la renforcerai. Sur les caméras piétons, je pense que c'est une très bonne idée. Donc ça permet donc d'avoir une caméra sur la poitrine de nos agents, ce qui fait qu'en cas de procédure où il faut interpeller, il faut discuter parfois de manière un peu avec autorité auprès de gens qui troublent l'ordre public, ces caméras ont un effet très vertueux. Hein, d'ailleurs, généralement, ils régulent le comportement de la personne avec qui l'on parle. Ils peuvent aussi réguler parfois la personne qui conduit cette opération. Ils ont des effets très vertueux. On les met sur la suge, on les mettra sur les contrôleurs, je pense aussi, dès qu'on le pourra. Et chez Keolis, d'ailleurs, on le fait aux Pays-Bas avec beaucoup de succès. Ça a eu pour effet à la fois de baisser la fraude et de baisser les agressions contre nos contrôleurs. Hein. Donc il y a un effet évident de dissuasion. Dès lors qu'on sait qu'on est filmé, on fait un petit peu attention à ce qu'on fait et à ce que l'on dit. Donc tout ça est très important. De multiplier aussi les méthodes avec de la police sans uniforme ou des contrôleurs sans uniforme, c'est une bonne idée. Il faut surprendre en fait les gens qui ne sont pas en situation régulière ou qui ont des idées un peu négatives dans leur tête. Donc les effets de surprise sont bien sûr importants quand les gens n'abordent pas leur uniforme. Il faut de l'uniforme, ça rassure et ces choses sont claires, mais il faut aussi savoir procéder à des interventions qui ne font pas appel au port de la tenue. Sur le risque d'attentat, c'est un sujet de sécurité nationale, européen, voire international. La SNCF suivra les directives parce qu'il faut être coordonné, comme vous l'avez dit. Hein. Ça ne sert à rien de parer un endroit si c'est ouvert partout ailleurs. Donc, bien évidemment, la SNCF s'inscrira dans les mesures prises par les différents gouvernements pour sécuriser les relations internationales. Et voilà, on sera très actif sur ces sujets. On peut être aussi conseiller, mais surtout, on sera bon élève, j'allais dire, hein, dans la mise en place des mesures qui seraient décidées par nos gouvernements au niveau français ou au niveau européen. Merci, Monsieur Farandou. Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Comme je suis discipliné, donc je réserve ma prochaine question lors de l'audition sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg et je parlerai donc d'un autre sujet qui est celui du fret ferroviaire. C'est une question très importante. Merci, Monsieur le Président, donc pour vos engagements qui sont de nature, je pense, à redonner confiance dans notre système ferroviaire. Ma question particulière porte sur le fret. Donc on l'a vu, l'importance que le fret peut avoir. On l'a vu au niveau de la loi mobilité, puis surtout au niveau de la loi énergie-climat. Je voudrais vous questionner sur un point particulier, sur la branche fret SNCF, qui doit, en fin de compte, être filialisée très prochainement, et dont, malheureusement, je dirais, la situation financière est extrêmement délicate, puisqu'elle accuse un déficit récurrent de plus de 100 millions d'euros par an, et je dirais, un déficit cumulé, une dette de plus de 5 milliards d'euros. Et ça, en dépit des efforts considérables qui ont été faits, donc la réduction des effectifs, hein, divisé par 2, le fait d'avoir confié les locomotives, comment dirais-je, notamment à Kiem, et puis aussi la diminution très conséquente par 4 du nombre de wagons chargés. Alors, quelle est votre vision pour sauver dans les mois qui viennent la branche fret SNCF ? Je serais comme vous, je ne parlais pas de Paris-Caen-Cherbourg, je m'en suis occupé mal certainement, mais je m'en suis occupé il y a quelques années, donc je la connais bien et je répondrai à une autre occasion donc aux réponses que vous me poserez sur cette ligne. Alors sur le fret, merci, enfin, certains d'entre vous l'avaient déjà mentionné ce sujet, c'est un sujet important et difficile. C'est important parce que personne ne pourrait comprendre que dans ce pays, on n'ait plus de train de fret. On parle de transition énergétique, quand on sait qu'un train de 1300 tonnes, c'est 44 camions. On sait qu'un train, ça doit polluer 20 fois moins qu'un camion. On connaît l'état des autoroutes, hein, la A1, la A10, etc. Enfin, ces autoroutes complètement saturées par des trains de camions. Bon, on dit il y a un problème, Donc personne n'a envie, effectivement, de voir que les trains de fret n'arrivent pas à fonctionner, parce que ça serait abandonné, dans ce cas-là, de facto, tout le transport des marchandises à la route, et on n'est pas à l'aise avec cette idée-là. Donc il y a bien un sujet d'intérêt général et de bien commun à ce que on ait un système de train de fret qui fonctionne dans ce pays. Quand on a dit ça, depuis des années, on n'y arrive pas. C'est pas qu'on n'a pas essayé, hein. Je pense qu'il y a des gens intelligents, énergiques, qui se sont bougés pour y arriver, et on n'y arrive pas. C'est donc qu'il y a des raisons. Il y a des raisons sérieuses qui font qu'on n'y arrive pas.
Après, est-ce qu'il faut s'en satisfaire? Non. Mais il va falloir sortir du cadre. Il va falloir être inventif. Parce que si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, je crains qu'on glisse toujours sur la même pente. Or, cette pente-là, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais en générique, elle pourrait avoir une fin, parce que, puisque le projet, c'est de filialiser le fret en fret société anonyme, pas si simple, hein, il faut que Bruxelles donne son accord, Jetlink, l'ancien Eurotunnel, a fait un recours. Bon, donc il y a un environnement juridique européen qui n'est pas des plus aimables et des plus simples pour arriver au bout de ce projet, de donner toute son autonomie au fret en faisant une vraie société anonyme. Cette société anonyme va être dotée d'un capital important, avec des fonds propres, 170 millions d'euros. Toute la dette, les fameux 5 milliards, resteront dans la maison mère, donc elle part sans dette, on va dire, avec 170 millions. Mais avec 170 millions, elle tient 2 ans. Au bout de 2 ans, il faut avoir traité le problème. Sinon, là, pour le coup, on va se retrouver dans un point très très compliqué. Aujourd'hui, les dirigeants du fret ont un business plan, ont un plan d'affaires qui permet, sur papier, de dire dans 2 ans, on s'en sort. Bon, donc ça va. On a donné de l'argent pour tenir 2 ans, et les dirigeants du fret disent dans 2 ans, on s'en sera sorti. Très bien. Donc. Mais pour autant, croyez-moi, je vais suivre ce dossier de très près, parce que je pense que pour le coup, ça se passe vite. Hein, on a 2 ans pour réussir. Je n'accepte pas l'idée, moi non plus, qu'il n'y ait plus de train de fret dans ce pays. C'est quelque chose qui ne va pas. Et une fois qu'on a dit ça, les solutions, elles sont européennes. Il n'y a pas de solution franco-française au train de fret, parce que les trajets des marchandises sont européens. Le fret n'a pas de pertinence sur la petite distance. Le fret a de la pertinence sur la longue distance. La longue distance, notamment sur les containers, elle part des grands ports européens. Les ports néerlandais, les ports allemands, voilà. Donc c'est une solution qu'il faut discuter avec nos partenaires. Partenaires allemands, partenaires belges, partenaires néerlandais, hein, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Peut-être aussi avec nos voisins italiens, espagnols. C'est une solution européenne. Deuxièmement, il y a une chose très simple à faire. Et là encore, on n'arrive pas à la faire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la décision n'est pas facile, sinon on l'aurait prise. Il faut préserver, j'allais dire, mais c'est presque la même idée. Il faut réserver des sillons de qualité au train de fret. Un train de fret, au niveau technique, ça roule à 100 km/h. C'est pas mal. C'est aussi vite que le camion, à peu près, sur autoroute. Le problème, c'est que sa vitesse réelle, c'est pas 100 km/h, c'est 25 ou 30. Pourquoi? Il est tout le temps garé. Il se lance, il se est garé 1 heure ou 2 parce qu'il faut laisser passer des trains de voyageurs. Il repart, on le gare parce qu'il faut faire des travaux, etc., etc. Vous voyez le problème. À 30 km/h, alors là, le camion... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les trains de fret roulent vraiment à 100 km/h, avec des sillons à 100 km/h. Donc il faut, et ça c'est certainement quelque chose sur lequel l'État doit réfléchir, dans la stratégie d'utilisation du réseau, qui était pour moi une décision stratégique, il faut demander à Réseau de ménager des sillons de qualité européen, parce que donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec les autres, hein, parce qu'il faut faire exactement pareil en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie, pour qu'un train de fret parte de Hambourg à 100 km/h, traverse l'Allemagne, traverse la France, aille en Espagne. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a beaucoup de travaux, on en a parlé par ailleurs. Et tant mieux, on s'en réjouit. Il y a énormément dans nos travaux sur ce pays, et tant mieux, il en a besoin, notre réseau a besoin de travaux. On les fait beaucoup la nuit. Si on en fait, et donc ça gêne les trains de fret. Si on en fait moins la nuit, on va les faire quand? 2 jours. En soi, les travaux de jour, c'est mieux hein, pour ceux qui font les travaux. Travailler la nuit avec des projecteurs, etc., en conditions de travail, c'est pas l'idéal. Donc là, ceux qui font les travaux sont contents de faire les travaux de jour. Mais ça veut dire quoi? Que les voies sont interrompues. Comme les voies sont interrompues, il y aura des effets sur les trains de voyageurs. Donc il faut arriver à discuter, bien sûr, et là vous avez des mécontentements. Bon, donc il faut, pour moi, c'est une cause d'intérêt général, d'intérêt national, d'intérêt européen, et à partir de là, il faut arriver à créer les conditions de discussion avec les territoires, avec les régions, pour voir comment on arrive à transférer sur les heures de jour des travaux qui permettront de laisser passer des trains de fret dans de bonnes conditions. C'est un sujet de temps de parcours, c'est un sujet économique, vous allez comprendre. Une locomotive, c'est 7 à 8 millions d'euros en capital. C'est la rotation du capital. Votre capital, il n'a pas le même rendement. S'il tourne à 100 km/h, ben, il tourne 3 fois plus vite que s'il tourne à 30 km/h. Voyez, vous avez la même somme d'argent, le même investissement, ça ne produit pas tout à fait la même chose. C'est vrai pour les wagons, c'est vrai pour la locomotive. Donc c'est central. Là, on a un sujet central. Donc si on veut vraiment sauver le fret dans ce pays, moi je serai du côté des sauveurs, de ceux en tout cas qui essaieront de donner toute sa chance à maintenir une activité de fret ferroviaire dans ce pays. Il faudra être capable de prendre des décisions, parfois des décisions courageuses, parce qu'elles auront quelques inconvénients.
C'était l'audition du nouveau président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Il a évoqué devant les sénateurs l'avenir des petites lignes de train très précieuses pour les territoires. Des investissements supplémentaires vont être débloqués pour rénover ces petites lignes. Une nouvelle enveloppe est également prévue pour les zones qui ne bénéficient pas du passage du TGV. Jean-Pierre Farandou a même parlé d'injustice territoriale. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.